Très heureux de vous retrouver pour Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. À la une, ce bras de fer entre la République démocratique du Congo et l'hôpital de Panzi du célèbre docteur Mukwege. Les autorités de Kinshasa accusent l'hôpital de fraude fiscale et réclament plusieurs milliers d'euros. L'hôpital, lui, dénonce une taxation illégale. Le Mawlud 2015 se prépare depuis plusieurs jours dans les pays musulmans. Au Mali, quelques heures seulement avant l'événement, nos reporters ont rencontré des organisateurs. Ici, nous irons à leur rencontre. Bienvenue dans ce journal. La décision du gouvernement congolais de bloquer les comptes de l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege qui prend en charge les victimes de viol depuis près de 15 ans provoque un tollé en République démocratique du Congo. Depuis le 31 décembre dernier, près de 500 membres du personnel médical se sont mis en grève. Ils sont infirmiers, médecins et travaillent à l'hôpital de Panzi du docteur Mukwege. Depuis 3 jours, ils protestent devant la direction régionale des impôts à Bukavu pour réclamer le paiement de leur salaire de décembre bloqué par l'administration. En cause, une polémique sur le statut de l'hôpital. Le gouvernement congolais affirme que l'établissement où le docteur a fait sa réputation en opérant les femmes victimes de violences sexuelles est un hôpital privé. Et à ce titre, il se doit de payer à l'État une taxe sur les salaires. Mais le docteur Mukwege, lui, rétorque que son hôpital est public puisque la structure est prise en charge par le gouvernement. Conséquence, les comptes de l'hôpital de Panzi sont donc gelés depuis 1 mois. Certains pensent que plus qu'une histoire d'impôts, l'État congolais fait payer à Mukwege son discours lors de la remise du prix Sakharov en novembre dernier. Le gynécologue s'en était pris au gouvernement, critiquant l'insécurité et la mauvaise gouvernance qui, dit-il, gangrène la région du Kivu. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le docteur Mukwege dénonce un harcèlement fiscal et une discrimination. Il y a selon lui urgence à agir et ce dans l'intérêt des malades. Depuis 1999, 40 000 femmes et enfants ont été soignés à l'hôpital de Panzi. En Côte d'Ivoire, la direction de coordination du programme national de nutrition organisé dans la semaine à l'Institut national d'hygiène publique une journée d'information et d'échange sur l'importance de l'allaitement maternel. Les détails ici avec nos confrères de la RTI 1. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des praticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les praticiens, les naturothérapeutes, parce que eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces praticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les praticiens. Pour la direction de coordination du programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. Au Burkina Faso, de nombreux défis sécuritaires attendent les responsables de la transition. La brigade territoriale de gendarmerie vient de mettre la main sur le présumé auteur d'assassinat d'une commerçante de Zorgo, répondant au nom de Safitou Sissao, violée et laissée pour morte en décembre dernier.
Cet homme de 36 ans, répondant au nom d'Ablassé Kaboré, serait le présumé auteur d'assassinat de la commerçante Safieta Sissao. Les faits remontent au 14 décembre dernier. La bonne dame résidant au secteur 6 de Zorgo se rendait ces jours-là à bicyclette au marché de Tanguin, un village voisin, pour y acheter des céréales qu'elle revend à Zorgo. C'est en cours de route, en pleine brousse, précisément à Sougoudougou, que le chasseur Ablassé lui aurait ôté la vie après l'avoir violé, poignardé, assassiné de coups avec ses pierres et dépouillé d'une somme de 28 francs CFA, selon la gendarmerie de Zorgo. Quant à cette bande, composée de Issa Dawega dit Pascal, le cerveau du groupe, de Nebila Frédéric Bazier et de Grégoire Sankara, elle s'adonnerait à des actes d'escroquerie avec un coffret supposé contenir de l'or. Le préjudice que ces présumés escrocs ont fait subir à leurs victimes graviterait autour d'une vingtaine de millions de francs CFA. Ce retraité malvoyant est une victime de la bande. Il a perdu plus de 3 millions de francs CFA. C'est une coïncidence. Je connaissais un certain Madi très longtemps. J'ai cru en lui, croyant l'autre Madi. Or, ce n'est pas l'autre Madi. Ça s'est passé comme ça. Ils m'ont escroqué. 2 autres membres de la même bande ont déjà, selon la gendarmerie, été présentés au procureur il y a quelques mois. La bande était active dans la capitale, mais aussi dans les villes comme Bobo Dioulasso, Fadangourma, Koudougou, Zignare et Puitinga. Tous ces individus seront prochainement conduits devant le procureur afin qu'ils répondent de leurs actes. 2015, une année de lutte contre la corruption en Guinée. L'Agence nationale de lutte contre la corruption vient de signer une convention avec l'Union guinéenne anti-fraude. À travers cette signature, les 2 structures entendent renforcer leurs capacités afin de réduire le phénomène de la corruption. 2015 s'annonce avec une batterie de dispositions pour lutter contre la corruption et améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance suit la cadence du chef de l'État. L'ANLC vient de signer une convention de partenariat avec l'Union guinéenne antifraude UGAF. Cette ONG est sollicitée dans la prévention du fléau et la détection de ses auteurs. Le volet répression relevant de la compétence de la force publique. Nous serons sur le terrain, nous allons rentrer dans les maisons, nous allons sensibiliser les gens pour leur dire que la corruption n'est pas une bonne chose et que si nous prenons quelqu'un, vraiment nous n'allons pas vraiment avoir hésité de dénoncer la personne. L'approche participative des citoyens à l'action publique fait partie de la nouvelle stratégie de l'Agence de lutte contre la corruption. C'est cette stratégie qu'elle développe avec UGAF. Cette ONG a fait déjà des preuves sur le terrain depuis 2011. Nous en avons apprécié et nous avons pensé à ce stade qu'elle pouvait être un partenaire utile pour le volet prévention et voire même la recherche des preuves de corruption sur le terrain. Les fruits de cette collaboration seront évacués dans les mois à venir. L'objectif à terme est de réduire le phénomène de la corruption en Guinée. Mauloud 2015 au Mali, on en parle. Nos reporters Djibrila Maïga et Cheikh Tidjane Koulibaly ont rencontré les organisateurs à quelques heures de la célébration. Il a surtout été question des dispositions prises face à l'épidémie à virus Ebola et de la thématique de la célébration. Voyons leur reportage. Après la célébration du Mauloud 2014, organisé du 14 au 20 janvier dernier au stade du 26 mars de Bamako, plein à craquer, par l'une des plus grandes associations religieuses en Sardine, celle de 2015 se déroulera dans un contexte particulier, actualité oblige, car toutes les dispositions seront prises pour réussir l'événement selon les organisateurs. Nous avons mis en place un comité directeur qui pilote l'organisation. Donc de ce comité directeur, coiffe 11 commissions d'organisation, on peut dire sous-commissions. Les 11 sous-commissions, il y a la commission santé, commission sécurité, commission maintenance, commission logistique, commission sonorisation, commission animation et communication, commission déléguée féminine. Donc, ces 11 commissions comptent dans l'ensemble plus de 4000 organisateurs.
Des délégués venus des autres villes du Mali et du district de Bamako ont reçu une formation pour mieux sensibiliser les participants sur l'Ebola. Et des contacts ont également eu lieu avec des départements ministériels pour une meilleure coordination. Nous avons contacté le ministère de la Santé, le ministère des Affaires religieuses et des cultes, le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse. Donc pour qu'eux, ils peuvent aussi apporter leur concours pour la bonne marche de cette organisation. Dans ce cas, nous avons collaboré avec certains groupes aussi internationaux qui sont venus du Sénégal pour la lutte contre l'Ebola. Au moins 100 000 pèlerins sont attendus selon les organisateurs, des pèlerins qui arrivent du Mali et des autres pays de la sous-région pour partager des moments de communion, d'échange et de fraternité. Les Aden, un cargo abandonné par son équipage et transportant 360 migrants clandestins, selon le dernier décompte officiel, est arrivé hier soir dans le port italien de Corigliano. C'est la deuxième fois en 48 heures que l'armée italienne intervient pour secourir des cargos transportant des migrants. Il est près de 23 h vendredi lorsque l'Esadine fait son entrée dans le port de Corigliano Calabro, escorté par la marine italienne. À son bord, des clandestins, 450 hommes, femmes et enfants, livrés à eux-mêmes en pleine tempête par un équipage qui a quitté le navire. L'alerte avait été donnée par une des migrantes grâce à la radio du bateau. Ce dernier a pu rapidement être repéré au large de Crotone, stoppé par une panne des machines. S'ensuit alors une opération de secours fortement compliquée par les mauvaises conditions météo. Au bout de plusieurs heures, des marins islandais appelés à la rescousse arrivent à monter à bord, facilitant ainsi l'élitreillage des gardes-côtes italiens. Il s'agit du second bateau transportant des migrants abandonné par son équipage en une semaine. Mercredi, c'était le Blue Sky M avec à son bord 800 clandestins qui avaient été arraisonnés par la marine italienne. La présence de Syriens, Palestiniens, Irakiens et Kurdes, de personnes très vulnérables, dont des enfants très petits, des femmes enceintes et des personnes âgées, explique l'importance des secours maritimes. Ces personnes veulent échapper à des situations de guerre, de persécution et à une météo très dure. Alors les conditions sur les bateaux ne leur font pas peur. Deux cas qui font craindre une généralisation de cette pratique de la part des trafiquants pour plus de profit. Restons en mer pour parler du naufrage de l'avion d'Air Asia. De grandes parties de l'Airbus ont été retrouvées au fond de la mer de Java. On se rappelle, l'avion s'était abîmé en mer dimanche dernier entre l'Indonésie et Singapour. Plus d'une trentaine de corps ont déjà été repêchés. Les conditions météo n'ont jusqu'à présent pas permis aux plongeurs de se rendre sur l'épave. Mais des sondes ont repéré deux grands morceaux, l'un de 10 mètres, l'autre de 7 mètres de long, appartenant à l'avion. Je peux vous assurer que la découverte d'une traînée de carburant et de deux grands objets, tout cela fait partie de l'avion d'Air Asia que nous recherchons. Objectif désormais, retrouver les boîtes noires afin de comprendre ce qui a bien pu se passer ce dimanche 28 décembre, au moment où l'A320 d'Air Asia a disparu des radars 40 minutes après son décollage de Surabaya. Une recherche qui, paradoxalement, pourrait être plus difficile en raison de la présence de nombreux secouristes venus de plusieurs pays. L'épave ne se situe pas dans des eaux très profondes, 30 ou 40 mètres seulement. Et donc, théoriquement, on devrait éviter de faire trop de bruit pour pouvoir repérer le signal des boîtes noires parce que ce signal est assez faible. Parallèlement, les corps continuent d'être rapatriés vers Surabaya où les attendent les familles. Mais le processus d'identification est souvent long en raison du mauvais état des cadavres. Nous voulons que ces corps soient identifiés le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser les funérailles. Les premiers enterrements ont néanmoins eu lieu vendredi. Le PDG d'Air Asia a assisté à l'un d'entre eux, un PDG qui pourrait se retrouver sous le feu de premières critiques. Selon le transport aérien, la compagnie n'avait plus d'autorisation pour voler le dimanche sur ce trajet. Un problème selon lui. Reste à savoir alors comment l'avion a pu décoller dimanche dernier. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.